Chapitre 8. J'ai essayé de vous faire saisir l'entrée, la première exposition à demi ouverte par d'autres instruments plus forts, des thèmes autour desquels s'est construite la symphonie inachevée qu'est ma vie. Vous avez noté le chevalier, le cynique, et peut-être avez-vous saisi dans cette absurde histoire de tapissier que par scrupule je n'ai pas voulu omettre, le lointain et premier appel de la jalousie. Soyez maintenant indulgente et essayez de ne pas juger, mais de comprendre. Je dois faire un effort pénible pour vous raconter la suite de cette histoire et pourtant, je veux être exact. Je le veux d'autant plus que je me crois guéri et que j'essaierai de parler de ma folie avec l'objectivité d'un médecin qui a eu des accès de délire et s'efforce de les décrire. Il y a des malades qui commencent lentement par des malaises légers et convergents. D'autres éclatent en une soirée dans un accès de fièvre violent. La jalousie fut chez moi un mal soudain et terrible. Si apaisé, je cherche aujourd'hui à en retrouver les causes. Il me semble qu'elles étaient très diverses. Il y avait d'abord un grand amour et le désir naturel de conserver pour moi les moindres parcelles de ces matières précieuses qu'était le temps d'Odile, ses paroles, ses sourires, ses regards. Mais ce désir n'était pas l'essentiel, car lorsque je pouvais avoir Odile tout à moi, par exemple, si nous étions seuls un soir chez nous, ou si je l'emmenais pendant 2 ou 3 jours en voyage, elle se plaignait de me voir alors beaucoup plus occupé de mes livres ou de mes pensées que d'elle-même. C'était seulement quand elle pouvait être à d'autres que je souhaitais la voir à moi. Sentiment où il y avait surtout de l'orgueil. L'orgueil souterrain masqué de modestie et de réserve qui était propre à la famille de mon père. Je voulais régner sur l'esprit d'Odile, comme dans la vallée de la Loue. Je régnais sur les eaux, sur les forêts, sur ces longues machines où glissait la pâte blanche du papier, sur ces maisons de paysans, sur ces cottages d'ouvriers. Je voulais savoir ce qui se passait dans cette petite tête, sous ses cheveux bouclés, comme je savais chaque jour, par des états imprimés clairs qui arrivaient du Limousin, combien il restait de kilos de Wattman et quelle avait été, pendant la dernière semaine, la production quotidienne de l'usine. Je sens, à la douleur que je réveille en appuyant sur ce point précis, que là était le centre du mal. Dans une curiosité intellectuelle aiguë, je n'admettais pas de ne pas comprendre. Or, comprendre Odile était impossible, et je crois qu'aucun homme, s'il l'avait aimée, n'aurait pu vivre auprès d'elle sans souffrir. Je crois même que, si elle avait été différente, je n'aurais sans doute jamais su ce qu'était la jalousie, car un homme ne n'est pas jaloux, il apporte seulement un état de réceptivité qui le rend apte à contracter cette maladie. Mais Odile, par sa nature, même, et sans le vouloir, excitait sans cesse ma curiosité. Les événements, l'histoire d'une journée, qui pour moi, comme pour tous les miens, étaient des dessins précis, et qu'il suffisait de décrire avec scrupule pour que toutes les phrases, tous les éléments du récit vinssent s'emboîter les uns dans les autres avec une perfection qui ne laissait place pour aucun doute, devenait en traversant l'esprit d'Odile un paysage vaporeux et confus. Je ne voudrais pas vous donner l'impression qu'elle dissimulait délibérément la vérité. C'était bien plus complexe. Ce qui se passait, c'était que, pour elle, les mots, les phrases avaient peu de valeur. De même qu'elle avait la beauté d'un personnage de rêve, elle passait sa vie dans un rêve. Je vous ai dit qu'elle vivait surtout dans l'instant présent. Elle inventait le passé et l'avenir au moment où elle en avait besoin, puis oubliant ce qu'elle avait inventé. Si elle avait cherché à tromper, elle se serait efforcée de coordonner ses propos, de leur donner au moins un air de vérité, et je n'ai jamais vu qu'elle s'en donnât la peine. Elle se contredisait dans une même phrase. Revenant d'un séjour à l'usine en Limousin, je lui demandais « Qu'est-ce que vous avez fait dimanche ?»« Dimanche ? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai été très fatigué, je suis resté au lit toute la journée. » 5 minutes après, comme nous parlions de musique, elle s'écriait tout d'un coup « Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai entendu dimanche dernier, au concert, cette valse de Ravel dont vous m'aviez parlé. J'aime beaucoup ça. » Mais Odile, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? C'est de la folie. Vous savez tout de même bien si dimanche vous étiez au concert ou dans votre lit, et vous ne pensez pas que je puisse croire les deux choses? Je ne vous demande pas de le croire.
Quand je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Je n'écoute pas moi-même ce que je dis. Enfin maintenant, cherchez un souvenir précis. Qu'est-ce que vous avez fait dimanche dernier? Êtes-vous resté couché ou êtes-vous allé au concert? Elle restait confuse un instant, puis disait: je ne sais plus, moi. Vous me faites perdre la tête quand vous prenez votre air d'inquisiteur. Je sortais de telles conversations très malheureux, inquiet, agité, ne pouvant dormir. Je passais des heures à essayer de reconstituer d'après les moindres mots qui lui avaient échappé ce qu'avait été le réel emploi de sa journée. Je passais alors en revue tous ces amis inquiétants qui avaient rempli, je le savais, la vie d'Odile, jeune fille. Quant à Odile, elle avait la même facilité pour oublier de telles scènes que tout le reste. Je l'avais quittée le matin, boudeuse, fermée, je la retrouvais le soir joyeuse. J'arrivais prêt à lui dire: écoutez chérie, ce n'est plus possible, il faudra penser à nous séparer. Je ne le désire pas, mais alors il faut que vous fassiez un effort, il faut que vous soyez autrement. J'étais accueilli par une jeune fille en robe neuve qui m'embrassait et me disait: ah, vous savez, Misa a téléphoné, elle a 3 places pour l'œuvre, et nous allons voir Maison de poupée. Et moi, par faiblesse et par amour, j'acceptais cette invraisemblable et consolante fiction. J'étais beaucoup trop orgueilleux pour laisser voir que je souffrais. En particulier, mes parents devaient à tout prix l'ignorer. 2 êtres seulement, pendant cette première année, me parurent avoir deviné ce qui se passait. Le premier fut ma cousine Renée, et cela m'étonna d'autant plus que nous la voyions très peu. Elle menait une existence indépendante qui avait pendant longtemps irrité notre famille, autant au moins que mon mariage. Pendant un séjour à Vittel de mon oncle Pierre, qui y faisait une cure chaque année, elle avait rencontré un médecin de Paris et sa femme, et s'était attachée à ce couple. Renée avait toujours été une fille assez rebelle, et depuis son adolescence très hostile aux mœurs des Marcelin. Elle avait pris l'habitude de faire à Paris, chez ses nouveaux amis, des séjours de plus en plus longs. Ce docteur Prudhomme, qui était riche, n'exerçait pas la médecine, mais faisait des recherches sur le cancer et sa femme travaillait avec lui. Renée tenait de son père, avec lequel elle s'entendait d'autant plus mal qu'elle lui ressemblait. Le goût des besognes bien faites. Elle avait été très vite adoptée par le monde des savants et des médecins, dans lequel ses amis l'avaient fait pénétrer. À 21 ans, elle avait demandé à son père de lui donner sa dot et de l'autoriser à vivre à Paris. Pendant quelques mois, elle avait été brouillée avec notre famille. Mais les Marcelin tenaient trop à la fiction de l'amour indestructible qui unit parents et enfants pour supporter bien longtemps la réalité de l'indifférence. Quand mon oncle Pierre avait été convaincu de la fermeté des décisions de sa fille, il avait capitulé pour rétablir la paix. De temps à autre, il avait encore des crises de fureur, de plus en plus brèves. Alors il suppliait sa fille de se marier. Elle refusait. Elle menaçait de ne plus jamais mettre les pieds à Chardeuil. Mon oncle et ma tante, affolés, lui promettaient de ne plus parler de mariage. Renée avait assisté à mes fiançailles et avait envoyé à Odile ce jour-là une admirable corbeille de lys blanc. Je me souviens que cela m'avait surpris. Ses parents nous avaient fait un beau cadeau. Pourquoi ces fleurs? Quelques mois plus tard, nous avions dîné avec elle chez mon oncle Pierre et je l'avais à mon tour invitée à venir chez nous. Elle fut très aimable pour Odile et m'intéressa beaucoup par ses récits de voyage. Depuis que j'avais cessé de voir la plupart de mes anciens amis, je n'entendais plus guère de conversation aussi solide et aussi nourrie. Quand elle partit, je la conduisis jusqu'à la porte. « Comme ta femme est jolie », me dit-elle avec une sincère admiration. Puis elle me regarda tristement et ajouta: « Dieu heureux », sur un tel ton que je compris qu'elle ne pensait pas que je le fusse. L'autre femme qui souleva pour moi un instant le voile fut Misa. Son attitude était devenue, au bout de quelques mois, assez bizarre. Il me semblait qu'elle cherchait maintenant beaucoup plus à être mon amie qu'à rester celle d'Odile. Un soir, Odile étant souffrante et couchée, elle avait eu 2 accidents successifs. Il devenait malheureusement probable qu'elle ne pourrait avoir d'enfant. Misa, qui était venue la voir, s'assit avec moi sur le divan au pied du lit. Nous étions très près l'un de l'autre et presque entièrement masqués par le bois très haut du lit aux yeux d'Odile qui, couchée, ne pouvait voir que nos têtes. Tout d'un coup,
Misa se rapprocha et se serra contre moi et me prit la main. Je fus si surpris que je ne comprends pas encore comment Odile ne le vit pas sur mon visage. Je m'écartai, mais à regret, et le soir, en ramenant Misa chez elle, d'un mouvement involontaire et brusque, je l'embrassai légèrement. Elle se laissa faire, je lui dis « Ce n'est pas bien, cette pauvre Odile. »« Oh, Odile, dit-elle en haussant les épaules. » Cela me déplut et je devins ensuite très froid avec Misa. En même temps, cela m'inquiéta, car je me demandais si son « Oh, Odile » ne signifiait pas « Odile ne mérite pas qu'on s'occupe d'elle ».